Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nyanko TV. Bienvenue sur Solo et Duo du cinéma, la nouvelle partie de ma chaîne sur laquelle je parle de tous ces films qui n'ont connu que 1 ou 2 exemplaires, et la dernière fois on a commencé à parler de Ça, le téléfilm de 1990, et comme promis nous allons aujourd'hui parler du film Ça, et plutôt des films Ça sortis respectivement en 2017 et 2019, nouvelle adaptation du livre de Stephen King. C'est parti! Lorsque l'on a parlé du téléfilm ensemble la semaine dernière, on s'était dit, en tout cas je vous avais dit, que pour moi c'était un téléfilm sur l'enfance et sur la nostalgie, sur fond de film d'horreur. Cette fois-ci, ça va être un film d'horreur sur fond de film d'enfance et nostalgie. C'était du 2 tiers, 1 tiers, maintenant ça va être du 1 tiers, 2 tiers. Et lorsque le téléfilm de 1990 était sorti, il est sorti 4 ans après la parution du livre, donc du coup il n'y avait pas forcément d'attente particulière autour de ce téléfilm, mis à part que le livre était un best-seller. Mais quand tu fais un film Ça en 2017, soit 27 ans après 1990 et la sortie du premier téléfilm. 27 ans, ça n'est pas anodin, c'est le nombre d'années qui sépare l'histoire numéro 1 de la deuxième entre les enfants et les adultes. Et ben là, tu as eu 27 ans pour des générations comme la mienne qui ont grandi avec ce téléfilm, pour lesquels ça est devenu une icône, est devenu la référence du film d'horreur pour enfants adolescents, et du coup le film était extrêmement attendu, d'autant plus que c'était l'occasion parfaite pour ceux qui étaient un peu frustrés du téléfilm de sa qualité médiocre dans les effets spéciaux, de voir une nouvelle vision de ça, avec cette fois-ci une réalisation plus ambitieuse, des meilleurs acteurs, des meilleurs effets spéciaux, etc. Et d'un point de vue commercial, ça n'a absolument pas raté. Ça, partie 1 sortie en 2017, est le film d'horreur qui a le plus rapporté de tous les temps. Plus de 700 millions de dollars de recettes à travers le monde, ce qui est rare pour un film d'horreur parce qu'un film d'horreur se limite à une certaine catégorie de population. Et la suite, Ça, partie 2, sortie en 2019, a fait quand même 2 fois moins, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors ça faisait depuis déjà 2009 que les suites et les rumeurs de suites, pas vraiment de suites d'ailleurs, plutôt de remake ou de réadaptation, étaient dans les tuyaux. Finalement, c'est vraiment en 2016 que ça s'est concrétisé, après quand même quelques années d'attente, et de crispation en ce qui me concernait, parce que je pensais vraiment pas que je verrais un jour ça au cinéma. Je m'y suis rendu en étant sûr que j'allais vivre une expérience unique. Et peut-être que j'en attendais un peu trop. 2 films d'environ 2 heures chacun, ça fait quand même 4 bonnes heures quand on regarde les 2 films de bout en bout. Et ben j'ai envie de vous dire que sur ces 4 bonnes heures, il y a bien 3h55 sur les 4 heures qui m'ont interrogé, sur lesquelles je suis sceptique, je suis partagé. Il y a quelque chose qui me fait le chaud et le froid, et pourtant je reconnais que c'est bien fait, que la réalisation est parfaite, que les acteurs sont très bons, mais j'y reviendrai. Mais il y a quelque chose qui ne passe pas, ni avec l'un, ni avec l'autre. Je préfère quand même la première partie que la deuxième, comme je l'ai dit la dernière fois. Et je vous propose de balayer tout de suite ce qui pour moi est très bien et dans l'un et dans l'autre, c'est le casting. Le casting des enfants, en particulier, est encore une fois génial. La production a eu la bonne idée de réunir les 7 enfants 3 semaines avant le début du tournage dans un espèce de stage entre eux sans téléphone portable durant lequel ils leur ont appris à faire du vélo, parce que la moitié d'entre eux ne savaient même pas en faire, histoire d'en faire de vrais amis dans la vie avant d'en faire de vrais amis à l'écran. Et je trouve que ça se voit super bien. L'actrice qui joue Beverly Marsh, jouée par Sophia Lillis, je crois, c'est une actrice extraordinaire. C'est sa première expérience sur un film, en tout cas un film de ce calibre-là. Elle a fait une série Netflix d'une seule saison qui s'appelle I'm Not Okay With This, et elle y joue avec l'acteur qui joue Stan également. Ça fait du bien de revoir 2 membres du Club des Ratés ailleurs que dans ça, justement. L'acteur qui joue le petit Ben aussi, je trouve qu'il a vraiment quelque chose dans le regard. Il a une sincérité, il a une justesse dans son jeu, ce gars-là, qui m'a vraiment bluffé. Mais je peux dire ça, en fait, des 7, de manière générale. Ce qu'ils ont vécu sur le tournage entre enfants qui deviennent des acteurs et qui apprennent à être acteurs ressemble beaucoup à l'été qu'ils ont passé avec leurs personnages qui apprennent à devenir adultes. Le casting des enfants est génial. Et d'ailleurs, une partie des enfants vont choisir eux-mêmes qui va jouer leur version 30 ans après ou 27 ans après dans la deuxième partie. Le petit qui joue dans Stranger Things
il a su tout de suite qui devait jouer son rôle, parce qu'il trouve que sa version de lui 27 ans plus tard, ça devait être uniquement lui. Je trouve ça quand même assez balèze d'avoir été casté par un gamin de 14 ans. Et puis quand je vois ce casting-là, je ne peux pas m'empêcher de penser que je les trouve quand même plus petits et plus jeunes que dans le téléfilm de base. Mais ça, c'est quelque chose qui est peut-être faux, c'est peut-être ma vision. C'est comme quand tu retournes au collège ou à l'école de ton enfance parce que tu fais un stage ou que tu vas chercher tes propres enfants par exemple, tu te dis que toi en 6e ou toi en CM2, t'étais pas aussi petit que ça à l'époque. Pourquoi est-ce que les générations actuelles sont de plus en plus petits ? À mon avis, c'est absolument faux, c'est une question de perception ou de point de vue. Dans la catégorie, je n'ai aucun problème avec l'acteur qui joue Gripsou cette fois-ci. Il était très attendu parce que Tim Curry est une référence dans l'interprétation qu'il a fait de ça dans le téléfilm. Je trouve que Bill Skarsgård, je sais pas comment ça se prononce, joue un super Gripsou également. Même si c'est pas la même interprétation, le ça de Tim Curry est un vrai psychopathe dans le regard et dans les attentions, alors que le nouveau de 2007 et 2019, il joue parfois un peu les enfants, il fait parfois semblant de pleurer pour attirer les enfants vers lui. Du coup, je le trouve quand même moins effrayant, mais en termes d'interprétation de l'acteur, je trouve que c'est aussi bon dans l'un que dans l'autre. C'est comme le Joker de Nicholson et de Heath Ledger, j'ai pas envie de les comparer, j'ai même pas envie de les mettre en duel, pour moi les deux sont très bien. Ça, c'était les points forts. Voyons maintenant les choses qui m'ont pas déplu, mais qui m'ont fait un effet moyen. Déjà, le film est beaucoup plus proche du livre dans sa structure, ce qui me dérange parce qu'au cinéma, il y a un certain rythme qui n'est pas le même que dans la lecture. Par exemple, dans le téléfilm, ça se cache en périphérie de la ville, dans des égouts qui sont cachés dans un bâtiment auquel personne ne songerait à aller. Dans le film 2017-2019 et dans le livre, c'est dans cette espèce de maison hantée qui est dans une rue. Même si c'est la dernière maison au bout de la rue, c'est quelque chose qui est visible. On se dit en voyant cette maison hantée qu'elle a un problème. Et quand tu vas dans les égouts, je peux comprendre que les enfants se perdent dans les couloirs des égouts. J'ai beaucoup plus de mal, et c'est là où j'ai commencé à décrocher dans le film, dans leur première partie, comment les enfants peuvent se perdre dans une maison à 2 étages, ou peut-être 3. Quand ils vont tous les 7 dans la maison et qu'ils sont tous séparés par des portes qui claquent derrière eux parce qu'ils regardent ailleurs pendant quelques secondes, t'en peux plus, ils sont séparés tout le temps, du coup tu restes avec l'un d'entre eux qui est enfermé dans une pièce complètement noire et obscure, et pendant ces 2-3 minutes où tu restes dans cette scène-là, personne n'essaie de défoncer la porte, c'est comme si tout le monde avait disparu et qu'il n'y en avait plus qu'un dans la maison, ce qui est possible, parce que comme c'est une maison un peu ensorcelée, peut-être qu'il y a un côté dimension parallèle où les enfants disparaissent les uns à côté des autres pendant quelques secondes et que du coup ils peuvent plus se retrouver. En tout cas, c'est pas expliqué ou c'est mal expliqué, et j'ai un problème de temporalité dans le temps et dans l'espace dans cette maison. Ces séquences d'attaques, les uns après les autres, sont extrêmement longs et lourds, et encore plus dans la deuxième partie d'ailleurs, mais j'y viens juste après. J'ai trouvé cette séquence vraiment bordélique, répétitive, avec ce clown qui crie, qui braille, mais qui n'attaque pas, ou qui n'y arrive jamais. Du coup, ils arrivent à tous sortir de la maison, ils se disputent comme quoi il faut plus jamais y retourner, le film continue, et là, je m'attendais pas à ce que, après l'attaque du clown, les gosses décident de tout ignorer comme si c'était rien passé. Et la raison pour retourner se battre juste après, pareil, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup, le clown s'est matérialisé dans la salle de bain de Beverly, sans effet fantomatique, bien concret, bien réel. S'il a ce pouvoir de faire ça, sans lui faire peur, qu'est-ce qui l'empêche d'enlever tout le monde comme ça, un par un ? C'est pas cohérent. Donc ça m'a sorti du film plus d'une fois. Ça, et l'ambiance qui est vraiment très particulière. C'est une ambiance où je ne sais pas ce qu'on veut me faire ressentir. Il y a plusieurs fois dans le film, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, où il y a quelque chose d'humoristique qui vient complètement péter le peu d'inquiétude que j'avais. Prenons l'exemple d'Henry Bowers dans la version 2017-2019. Dans le téléfilm, à chaque fois qu'il voulait passer à l'acte, la scène s'arrête au moment où il aurait pu passer à l'acte. Quand il s'en prend à Ben sur le pont et qu'il veut lui découper le ventre et graver son nom, il n'a pas le temps de le faire dans le téléfilm parce que Ben se défend avant, bien que ses potes lui disent à Henry « Hey, tu vas trop loin, mec !» Là, il lui grave une lettre avant que Ben se défende, et en fait, à chaque fois, Henry Bowers va beaucoup plus loin. À un moment, il va s'en prendre à Mike avec une pierre dans la main, et il va le tuer devant ses potes. Alors ça ne me déplaît pas. Par contre, une fois qu'on arrive à la bataille de cailloux entre les deux gangs, alors que Bowers allait tuer Mike, d'un seul coup, ça devient humoristique. Ça m'a complètement sorti de la gravité de la situation où Mike était à 2 secondes de se faire crever par un gamin d'à peu près son âge, ce qui est grave. Quand il s'en prend à Eddie, il lui plante le couteau dans la joue,
Mais du coup, c'est humoristique. Mais pareil, je devrais être inquiet que ce psychopathe soit à nouveau en liberté, sauf que du coup, il me casse complètement la crédibilité d'Henry Bowers, qui finalement revient pour que dalle, il ne sert à rien. Il y a que la scène où Henry tue son père chez lui, scène qui est présente dans le livre, qui je trouve est assez bien faite et amène enfin du nouveau par rapport au téléfilm de départ. Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Même si je n'aime pas tellement le fait que le père de Bowers soit très violent, ce qui explique que son fils soit très violent aussi, il a été éduqué comme ça. Je préfère ne pas savoir et qu'il n'y ait pas de raison pour expliquer pourquoi il y a quelqu'un qui pète un câble. Un peu comme Michael Myers. Quand on n'explique pas dans Halloween pourquoi Michael Myers est le mal absolu, c'est fascinant. Quand on essaie de l'expliquer dans la version Rob Zombie que c'est un gosse qui a été maltraité par son beau-père, ça perd de son charme, ça perd du côté mystique. Sorry. You'll always be my little girl, won't you? Même traitement pour le père de Beverly. Dans la version du téléfilm, c'était un homme qui était assez violent, seul avec sa fille, mais il n'y a pas vraiment d'allusion sur des attouchements sexuels avec sa fille. Il y a juste un moment dans le téléfilm où il lui touche un peu la joue comme ça, alors que dans le film, évidemment, Beverly se sent vraiment mal à côté de son père, parce que son père a des vues sur elle. Donc le film ne va pas hésiter à aller plus loin dans l'ambiance du livre, mais bizarrement, ça ne me plaît pas, bien que ce soit plus fidèle. Pour rester dans la scène, dans la salle de bain avec Beverly, dans le téléfilm, il y a une explosion d'un ballon que je vous ai montré avec du sang. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la surenchère. Ils vont repeindre la salle de bain en rouge. C'est trop. C'est trop et encore une fois, ça fait un effet comique. Je suis censé avoir peur à ce moment-là, mais la version de l'attaque de Beverly dans sa salle de bain me fait plus peur dans le téléfilm. Est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Je ne sais pas. You'll die if you try. You'll die if you try to fight us. Die if you try. J'ai un problème avec la répétitivité des attaques du clown, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, mais en plus, dès qu'il attaque, il y a un effet comique quasiment systématique qui m'enlève tous les frissons que j'étais en train d'avoir. Parce que des frissons, j'en ai eu, mais j'en ai eu pourquoi? Parce que je ne comprenais absolument pas ce que je voyais. Prenez la scène de la grand-mère, par exemple, au moment où elle disparaît dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, j'ai peur au moment où j'entends des gros bruits de pas dans le noir qui se rapprochent alors qu'on ne voit pas ce que c'est. Là, j'ai peur parce que je ne vois pas. Mais une fois que ce grand truc-là, je sais même pas ce que c'est. C'est super mal foutu en plus, parce que les effets spéciaux, faut en parler, ils sont pas géniaux. Ça me fait plus peur parce qu'ils sont quasiment tous ratés ou trop mal faits ou trop faits par ordinateur. Là où le téléfilm était trop kitsch, avec de l'animatronique ou avec des masques ou avec des mannequins, j'ai encore une fois deux extrêmes. J'arrive pas à trouver mon juste milieu en fait entre les deux. Hello. Donc je suis sorti de la première partie quand j'étais au cinéma à l'époque, très mitigé, très partagé. J'étais très moyennement emballé à l'idée d'attendre encore en plus 2 ans et je me suis posé la question surtout, il n'y a pas d'adultes dans la première partie. Ce qui veut dire que la première partie sera intégralement dédiée aux enfants et que probablement la deuxième partie va être entièrement dédiée aux adultes. Sauf que ce n'est pas le cas. La première partie est centrée sur les enfants, la deuxième partie propose en 2 heures ce que le téléfilm a fait en 3 heures et du coup, c'est très déséquilibré. J'ai un problème de structure. Outre le fait que nos 7 personnages vont devoir aller chacun chercher un objet de leur enfance pour une espèce de rituel complètement bidon, et ça fait 7 fois la même scène que l'on va voir. Un personnage va tout seul dans un lieu où il a un souvenir, il va rencontrer le clown, il va s'échapper, il va retourner à l'hôtel, il va recroiser quelqu'un qui part de l'hôtel, il va aller chercher son truc, ils vont tous y passer les uns après les autres et ils vont tous s'en sortir à chaque fois de justesse. C'est très chiant. Très chiant à voir. Donc du coup, mis à part 5 minutes dont je vous ai parlé au début qui trouvent grâce à mes yeux, j'ai trouvé le temps très long. J'ai regardé mon portable dans la salle de ciné, ce que je ne fais jamais. Mais quand je dis qu'il y a un problème de structure, prenez le téléfilm, encore une fois, qui reste ma référence, vous l'aurez compris. Dans le téléfilm, chacun, quand il arrive en ville, a le réflexe d'aller à un endroit qu'il voulait revoir depuis ses 27 ou 30 ans, et c'est lorsqu'il va seul, de sa propre initiative, dans la maison de Beverly par exemple. C'est là où ils rencontrent tous le clown séparément. Ils y vont pas en mission, ils y vont parce que leur enfance les rappelle à l'ordre. Et après, ils vont au restaurant tous ensemble pour se retrouver après avoir tous rencontré ça. Là, ils vont tous au restaurant d'entrée,
Et après, c'est la mission « Séparons-nous ». Déjà, tu te dis de choses dans un film d'horreur. Pauvre con! Alors que dans le téléfilm, si on ne le sentait pas passer, c'est parce que on sent que les personnages avaient besoin de revoir tous au moins un endroit, ce qui est logique. Là, c'est le scénario qui les amène à faire des choses que le public va trouver stupides ou dangereuses. Donc forcément, ça ne te fait pas rentrer dedans. Et du coup, si je rentre pas dedans, les personnages m'énervent. Et j'ai un super exemple en tête d'une scène aberrante. Pourquoi est-ce que Bill, adulte, lorsqu'il passe devant son ancienne maison et qu'il voit ce gamin qui vit chez lui, qu'il avait déjà croisé au restaurant, pourquoi il écoute la voix de Georgie dans la même bouche d'égout où il est mort, en pensant que Georgie, 27 ans après, serait toujours en dessous alors qu'il a vu son cadavre dans la première partie? Georgie! Georgie? J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Crétin! Juste crétin, quoi. Il met sa main dedans, il se fait choper, alors il s'en sort, on sait toujours pas comment, parce que ça relâche les victimes très souvent. C'est un exemple parfait de scène qui ne sert à rien et qui ne fait que rallonger les apparitions du clown, qui n'est dangereux pour personne. Ce clown-là, il n'est pas dangereux. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Et limite, on a l'impression que ce clown se suicide. Alors ça, c'est l'acteur qui joue le clown dans le film 2017-2019 qui l'explique, mais dans le livre et dans le téléfilm, ça, il redoute vachement ce club des ratés. Il en a peur. Il en a peur pendant qu'il les combat, et il en a peur quand il revient 27 ans après, parce qu'il se dit « Mince, j'ai perdu !» Donc s'il leur fait peur dans le téléfilm et dans le livre, c'est pour qu'ils fassent demi-tour. Is everything all right? Last chance, Tasha. Get out before it gets dark tonight. You're too old to stop me. Alors que dans le film 2017-2019, on appuie fortement sur le fait que ça, qu'il a rêvé d'eux et qu'il s'est ennuyé d'eux. Ce qui, encore une fois, me laisse une impression bizarre et mitigée. Il rêvait de les revoir et se prend une vraie branlée. Et en plus, il faut voir comment. Parce que cette scène finale, avec l'araignée à la tête de clown, ça me fait aussi peu d'effet que l'araignée super mal faite du téléfilm. Où là, il n'y avait pas de budget, il y avait une excuse. Mais alors là, cette scène de l'araignée est complètement ridicule, tout comme la mort de ça qui rapetisse à coups d'insultes. Moi, ça me fait un peu mal qu'il meure sous les insultes et sous la peur. Comme quoi, cette version du clown n'est vraiment pas dangereuse au final. La seule bonne idée de cette scène-là, c'est qu'on a enfin une vraie mort pour Eddie. I did! I think I killed it for real! Parce que dans le téléfilm, je n'ai jamais compris pourquoi Eddie était mort. Il se fait soulever par l'araignée 20 secondes, il relâche Eddie par terre, qui tombe peut-être de 2 mètres mais sur ses jambes, et il meurt juste après. Pourquoi ? Est-ce que le téléfilm, du coup, se devait d'être plus soft et de pas montrer que Eddie s'était fait transpercer par l'araignée? Là, en tout cas, on va tout voir. Plaf, comme ça. Avant de vous dévoiler les 5 minutes qui m'ont vraiment beaucoup plu, juste 2 petites anecdotes avant de se quitter. Stephen King joue un petit rôle dans le film. Dans la deuxième partie, il joue le brocanteur qui vend le vélo et qui essaie d'extorquer Billy en lui revendant son vélo $300. Et bah là, c'est Stephen King qui joue ce rôle-là. Et on a également l'acteur qui jouait Ben, enfant dans le téléfilm, joue un adulte. Et c'est quand même sympa comme anecdote de se dire que l'enfant de 1990 va rejouer juste un petit rôle dans la version 2017. Je trouve ça vraiment très sympa d'avoir pensé à ça. Encore faut-il le savoir. Et donc les 5 minutes qui m'ont plu finalement, ce sont les 5 dernières. Et aussi la scène d'intro dans la fête foraine que je trouve très bien faite et qui est présente dans le livre. Mais les 5 dernières minutes du film sont un vrai bonheur. Ce sont les 5 plus belles minutes des 2 films et du téléfilm réunis. Celles où ils se disent au revoir avec la lettre que Stan a écrite avant de se suicider pour expliquer pourquoi. Parce qu'il pensait être trop faible pour revenir et qu'il aurait du coup provoqué la mort de tout le monde. Il préférait mourir seul que les faire mourir tous. Ça a quand même de la gueule. Ça réhabilite un peu le personnage de Stanley Uris. C'était quand même le raté le moins intéressant de tous, aussi bien dans le téléfilm que dans le film jusque-là. C'est celui qu'on voit le moins, parce que du coup, il meurt très vite. Cette lettre-là, elle est bouleversante. Et en plus, ce qui est génial, c'est que là, ils ont choisi de faire en sorte que la mémoire ne s'efface plus une fois qu'ils s'éloignent de Derry. Contrairement au téléfilm où je suis triste qu'ils se séparent tous à nouveau et que peut-être du coup, pendant 27 ou 30 ans, ils ne se verront plus. Là, juste après, il y a le personnage de Mike qui appelle Billy
ou Bill, sans aucune raison particulière, juste pour lui demander comment ça va, et lui dire qu'il l'aime. Ça veut dire que le club des ratés va continuer à l'âge adulte. C'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus optimiste que la vision froide du téléfilm qui dit que on était amis quand on était gosse, c'est chouette, on s'est revus maintenant, chacun va de son côté. J'espère qu'ils vont continuer à se revoir. C'est quelque chose qui me fait du bien rien que d'y penser. Donc aucun problème pour les 5 dernières minutes qui alternent enfin avec un bon équilibre les flashbacks entre adultes et enfants. Je pense notamment à la scène où Bill se regarde dans la vitrine d'un magasin et qui se voit avec les 7 sur leur vélo dans le reflet, qu'on voit le lac où ils vont tous se nettoyer de leur sang et qu'on compare la version où ils étaient enfants et où ils étaient adultes. Ça, c'est bien foutu pour voir le côté nostalgique qui me plaisait tant. Sauf que ça ne dure que 5 minutes sur 4 heures. Ça, c'est tellement dommage. Ça a été ma plus grosse frustration sur ces deux films. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'avez-vous pensé du téléfilm Ça et du film numéro 1 et numéro 2? Êtes-vous de mon avis ou êtes-vous complètement d'un avis contraire? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu. Le plus important, à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao! We're losers. And we always will be.